Bonsoir à tous. 85 morts, c'est le dernier bilan après le violent séisme qui a touché tôt ce matin l'est de la Turquie. Un bilan qui risque de s'alourdir. 200 personnes, dont des enfants, sont encore ensevelies sous les décombres. La défense des retraites a fédéré les défilés du 1er mai en France. 285 000 manifestants selon les syndicats, 164 000 selon la police. Marc Blondel, le leader de Force ouvrière, nous donnera son interprétation de la mobilisation. Nouvelle flambée de violence à Gaza, l'armée israélienne a mené une opération d'envergure. 13 Palestiniens ont trouvé la mort. Depuis cette nuit, le tracé du rail d'Ouessant a été modifié. Objectif: renforcer la sécurité sur cette autoroute maritime empruntée quotidiennement par 180 navires. Pour la première fois depuis 20 ans, la rencontre entre Alain Bougrain-Dubourg et les chasseurs de tourterelles dans le Médoc s'est déroulée dans le calme. Le président de la Ligue de protection des oiseaux est notre invité. C'est un séisme d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter qui a secoué cette nuit la région de Bingöl, à l'est de la Turquie. 85 personnes ont déjà trouvé la mort, mais les secours tentent maintenant de retrouver 200 personnes, dont des enfants, toujours ensevelis sous les décombres d'un pensionnat. Christelle Bertrand. Blessé, mais vivant. Extrait des décombres par des secouristes obligés de jouer les équilibristes, ce garçon est resté prisonnier des gravats plus de 12 heures. C'est le dortoir de leur école qui s'est effondré sur près de 200 internes, comme eux. Le séisme les a surpris, comme toute la ville de Bingöl, en pleine nuit. Une pierre est tombée sur ma tête. J'étais en train de dormir. Les lits sont tombés. 2 de mes amis sont morts. On était 8 bloqués. 4 sont morts. Il y en a un qui a crié mon nom, qui m'a demandé de l'aider. Mais je ne pouvais pas soulever un mur tout seul. Alors, il est mort. Ces armoires en fer ont sauvé des vies. Elles retiennent quelques pans de mur de cet immeuble, haut de 4 étages avant le séisme de 6,4 sur l'échelle ouverte de Richter. Toute la ville s'est précipitée sur le lieu du drame. Au pied des ruines, se mélangent familles endeuillées, parents inquiets, sans nouvelles, et secouristes arrivés très tôt sur place. Nous avons tous les équipements pour la recherche et le déblaiement. Nous pouvons découper les murs et nous avons aussi une petite caméra pour chercher les corps sous les décombres. L'hôpital de la ville est submergé. Le bilan est encore provisoire. Pour l'instant, un officiel a recensé une centaine de morts et environ 1000 blessés, alors que 200 personnes pourraient être encore prisonnières des gravats. Par faute de place et par peur de nouvelles secousses, les victimes sont soignées dehors dans un hôpital de campagne improvisé. Dès son arrivée sur place, le Premier ministre turc a annoncé l'ouverture d'une enquête. Car même si la Turquie a connu de nombreux séismes très meurtriers, le secteur du bâtiment néglige encore souvent les normes de construction, surtout pour les immeubles publics. La Turquie est traversée par plusieurs lignes de faille, ce qui explique la fréquence des séismes. La province de Bingöl avait déjà connu un tremblement de terre en 71 qui avait causé la mort de 900 personnes. Florence Mavic, Jean-François Monnier. Il y a 32 ans, Bingöl sort durement éprouvé d'un tremblement de terre sans précédent. La ville est située près de la faille anatolienne. Longue de 1600 km, cette sorte de cicatrice souterraine court de la mer Égée à l'Arménie. Elle coupe la Turquie en deux. Cette faille, les géophysiciens la connaissent de longue date. Depuis des millions d'années, la région de la Turquie subit sans relâche l'affrontement entre 2 plaques tectoniques qui divisent la croûte terrestre. Au sud, la plaque arabe remonte vers le nord à raison de 1 à 2 cm par an. Elle percute la plaque anatolienne tout en enfonçant la plaque eurasienne. La Turquie est en quelque sorte prise dans un étau. D'un tremblement de terre à l'autre, l'Anatolie est poussée vers l'ouest. Depuis les années 40, on constate une sorte de migration des séismes tout le long de la faille. La crainte des sismologues, c'est qu'un jour, un énorme tremblement de terre ravage la région d'Istanbul, extrêmement peuplée. Les Turcs savent qu'ils vivent dans l'une des zones les plus instables du monde. Leur histoire est endeuillée par une longue liste de séismes. En 1999, à quelques mois d'intervalle, dans le nord-ouest du pays, 2 tremblements de terre avaient causé la mort de plus de 20 000 personnes.
Le 1er mai 2002 avait été politique. Le 1er mai 2003 a retrouvé sa tradition syndicale. Les retraites et l'emploi étaient au cœur des quelques 200 défilés un peu partout en France. 15 000 à Marseille, selon la police. Selon les comptages, ils étaient entre 9 et 18 000 à Bordeaux. À Toulouse, les syndicats avancent le chiffre de 15 000 manifestants. Plus faible mobilisation à Lyon, où ils étaient moins de 5 000. Et puis à Paris, le défilé a réuni 40 000 personnes selon les syndicats. Des syndicats qui comptaient bien donner un signal fort au gouvernement qui peaufine les dernières lignes de son projet sur les retraites. Peggy Leroy, Bernie Mériot, Diane Richard. La vedette de ce 1er mai, c'est elle, la retraite. Un thème mobilisateur. Selon les syndicats, 40 000 manifestants sont descendus dans Paris. Ils étaient la moitié il y a 2 ans. Dans le cortège, la réforme de François Fillon inquiète à plusieurs titres. Je suis dans une grande entreprise et le problème c'est que les 50 ans on n'en veut plus. Alors expliquez-moi là, on veut plus des 50 ans mais il faut qu'ils bossent jusqu'à 65 ans. Alors on fait quoi? On va au chômage? Moi on va me dire tu vas travailler plus longtemps et mon fils il va être chômeur plus longtemps. C'est fou ce qu'on nous propose. Même les étudiants qui ne travaillent pas encore ont déjà leurs revendications. Il y a un temps d'études qui est plus long qu'avant et il y a une durée de vie qui est plus longue aussi, donc ça fait une arrivée sur le marché du travail plus tard. Donc il faut prendre en compte ces années d'études. À la tête de la manifestation, Bernard Thibault et François Chérec. La CFDT n'avait pas appelé à défiler en avril. Aujourd'hui, son secrétaire général est bien là. Pour lui, le projet du gouvernement ne deviendra réalisable qu'à plusieurs conditions. La première, c'est le niveau des pensions. Faire en sorte qu'on garantisse le niveau des pensions, mais surtout qu'il n'y ait plus de pension en dessous du SMIC. La deuxième, c'est que chaque salarié qui a cotisé 40 ans puisse partir, même avant 60 ans. Quant à Bernard Thibault, il considère que l'orientation générale de la réforme n'est pas la bonne. Si on suit le projet de loi dans sa philosophie actuelle, tous les salariés du privé comme du public s'aperçoivent de 2 conséquences majeures. Le recul de l'âge de départ en retraite pour des retraites plus basses encore. Nous ne sommes pas partisans de cette philosophie. Les militants de Force ouvrière ont préféré se réunir à part, à midi, place de la Bastille. Mot d'ordre, 37 ans et demi de cotisation pour tous. Marc Blondel, bonsoir. Bonsoir. 40 000 personnes à Paris selon les syndicats, c'est 2 fois plus qu'en 2001 si on exclut le contexte un peu particulier de l'année dernière. Est-ce que vous estimez que cette mobilisation est suffisante pour donner un signal fort au gouvernement ? Suffisante, je ne crois pas. Mais il faut quand même considérer que le 1er mai, par définition, ça a une dimension symbolique internationale de liberté pour les travailleurs. C'est les circonstances qui nous amènent à intégrer la notion de revendication pour les retraites. La véritable, je dirais, manifestation pour les retraites, la prochaine, c'est celle du 13 mai. C'est non seulement, pardonnez-moi, une manifestation, mais aussi une volonté, y compris de faire des cessations de travail. Nous considérons que ça appelle maintenant, compte tenu de ce que M. Fillon a dit sur votre antenne, il faut une réponse qui soit une réponse nette. Alors, vous l'avez dit, toutes les organisations syndicales ont appelé à une journée d'action le 13 mai prochain, mais sur le fond, vous êtes quand même très divisés. Il y a ceux qui, quelque part, sont prêts à certains amendements, à des modifications, et puis vous, en bloc, vous rejetez tout. Alors, comment vous allez vous unir ? Madame, je ne rejette pas tout. Je demande simplement qu'on discute d'abord de la retraite, non pas en prenant le principe de l'allongement par définition de la cotisation, mais tout simplement parce qu'on le reste à 37 ans et demi, qui est la durée moyenne actuelle du travail, et ça ne s'améliorera pas avec le temps. Il suffit de voir le nombre de personnes qui sont licenciées avant 60 ans en ce moment, et le nombre de contrats précaires, voire de contrats à durée déterminée. Alors vous proposez Ceci étant, moi je propose tout simplement que nous discutions sans préemption en quelque sorte. Monsieur Fillon a dit, et il l'a confirmé l'autre jour, qu'il ne voulait surtout pas remettre en cause l'affectation des richesses au troisième âge. C'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler de cotisations supplémentaires. Ça veut dire que, par définition, nous remetterions en cause ce qui existe. Une réforme, c'est quelque chose qui améliore les choses. C'est pas quelque chose qui détériore les formes. Ce que présente à l'heure actuelle Monsieur Fillon, c'est tout simplement une baisse de l'ordre de 15% des retraites d'ici 10
10 ans. Comme elles ont déjà été pour le privé baissées de 10% par M. Balladur, ça fait 25% d'écart. Il faut savoir discuter du problème et ne pas en faire strictement un problème budgétaire, comme semble vouloir le faire le gouvernement actuellement. D'accord, mais il y a une courbe démographique. Il y a aujourd'hui moins de cotisants et plus de gens qui en bénéficient. Alors votre solution, c'est quoi ? Ma solution, je viens de la préconiser, c'est une réaffectation des richesses. On constate depuis 20 ans très clairement qu'on réaffecte plus maintenant au capital qu'au salaire. Il faut commencer à réaffecter un peu plus au salaire pour permettre de financer effectivement le troisième âge. Et je fais remarquer que le troisième âge maintenant n'épargne plus comme il y a 50 ans, mais consomme comme des actifs. C'est un problème économique déterminant. Si on ne donne pas du pouvoir d'achat aux retraités, il y aura des conséquences économiques très importantes. Et je rappelle que si nous restons sur une durée du travail qui dépasse 37 ans et demi, qu'il y a 40, voire 42 ans, etc., nous sommes à 9,3 de chômage, alors le chômage va encore s'alourdir. Et ce qu'on ne paiera pas pour les retraites, on le paiera pour le chômage. Merci Marc Blondel, et vous regarderez certainement avec attention ce qui est arrivé à votre homologue espagnol lors des manifestations du 1er mai à Madrid. Le chef du premier syndicat, José María Fidalgo, a été agressé par un employé d'une société en faillite. Vous voyez, c'est très violent. Le responsable syndical avait été conspué tout au long du parcours. Et puis, en Allemagne, 1 million de personnes ont manifesté dans le calme après une nuit mouvementée à Berlin et Hambourg. Le chancelier Gerhard Schröder a été copieusement sifflé par des militants syndicaux. Il faut dire que le climat social est très tendu. Le chômage touche 4,5 millions de personnes. Loin du contexte politique de l'an passé, le Front National a attiré 3500 personnes contre 10 000 en 2002. Une semaine après un congrès qui a montré les divisions au sein du parti, Jean-Marie Le Pen a voulu afficher une certaine unité. Désormais, c'est sûr, quand on parle Front National, le père et la fille sont main dans la main. Michael Darmon, Alexandre Dequi, Hervé Pozzo. Nouveauté au Front National. Lorsque le nom de Le Pen est scandé, il désigne désormais 2 personnes. Elle est là. Ah, elle est là. Attendez, moi je m'y colle aussi. Vas-y. Allez, c'est pour Playboy, Charlie Hebdo. Coqueluche des militants, Marine Le Pen est depuis 10 jours vice-présidente du FN. Pour la galerie, elle embrasse sans les regarder les historiques du parti qui s'opposaient à sa nomination. C'est une grande famille, c'est sûr. Très grande famille. Qui a vocation, je pense, à s'étendre à toute la famille française. Il y a des crispations de personnes, ça n'a aucune importance. Faut arrêter de regarder le nombril, faut regarder devant. Car au Front National, on se plie au fait du père. C'est bien normal que nos enfants poursuivent l'action que nous avons menée. Du coup, quel que soit le sens de la marche, les militants ont toujours un ou une Le Pen à acclamer. Un an après l'élection présidentielle, le FN ne retient plus ses slogans contre les immigrés. On est là pour que cette France se revienne un peu comme avant, que ça soit plus, entre guillemets, la merde, etc. Cette année, pas d'élection. Alors Jean-Marie Le Pen a surtout évoqué la QV 2002. Le 21 avril est un début et non une fin. Soyez-en assurés, chers amis. La question n'est plus de savoir si nous pourrons un jour parvenir aux affaires, mais quand nous y parviendrons. À 11 mois des régionales, le message est clair, le FN est toujours en embuscade. Et au même moment, sur le pont du Carrousel, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a dévoilé une plaque en hommage à Brahim Bouharam. Ce jeune Marocain avait été jeté dans la Seine le 1er mai 1995 par des skinheads en marge du défilé du Front National. Plusieurs centaines de militants du MRAP, de la LICRA et de la Ligue des droits de l'homme ont assisté à cette cérémonie. Pour renflouer les caisses du Parti communiste, de nombreux militants vendent du muguet au coin des rues. L'occasion d'aller au contact de la population pour convaincre et défendre leurs idées. Reportage dans le Nord, Aurélia Guillemin, Patrick Wurstom. Ils ont pris le dernier métro pour être là à la première heure. Il est un peu plus de minuit, c'est le 1er mai qui commence, le moment qu'ils ont choisi pour vendre leurs muguets et leurs idéaux. Là, on va vers la rue
La rue de Lille où il y a plus de cafés, de boîtes qui ferment le soir. Donc on va aller voir les jeunes et puis on va leur montrer qui on est et pourquoi on fait ça. Ils forment le mouvement des jeunes communistes du Nord. Ils ont 20 ans à peine, mais sont décidés à faire perdurer la tradition de leurs aînés. À votre bon cœur, messieurs, dames. C'est un euro symbolique. C'est ce que tu veux en fait. Quand on a vu les résultats du Parti communiste aux dernières élections présidentielles suivies des législatives, tout le monde a crié le Parti communiste est mort. Ben non, c'est pas vrai. À Valenciennes, la journée a commencé bien plus tard pour Pierre et Josette Loriot. Mais bon, question d'habitude, tout était déjà prêt. 15 ans qu'ensemble, chaque 1er mai, ils distribuent le muguet aux sympathisants d'abord, mais pas seulement. T'as pas eu ton muguet, toi? Bah si, mais je vais le prendre, attends. C'est combien, les camarades? 2 euros. Quelquefois, il y en a, on tombe sur des gens qu'on ne connaît pas, et ça permet d'engager des discussions politiques. Chez les Loriot, la tradition s'est ainsi transmise de génération en génération, de père en fille. C'est un gage d'espoir. On le donne avec l'espoir que demain ça ira mieux. De l'espoir et de la propagande en perspective, les 350 € récoltés aujourd'hui sont déjà budgétés. Il y a 10 ans, le 1er mai 93, Pierre Bérégovoy mettait fin à ses jours dans le canal de la Nièvre. Ce matin, près de 300 personnes, dont plusieurs figures du Parti socialiste, ont déposé des fleurs sur la tombe de l'ancien Premier ministre. Étaient présents notamment Roland Dumas, Daniel Mitterrand et Laurent Fabius. À peine lancée, la feuille de route pour la paix au Proche-Orient est déjà mise à mal par une flambée de violence en Israël et dans les territoires occupés. Au lendemain d'un attentat suicide à Tel Aviv, c'est l'armée israélienne qui a mené ce matin une opération d'envergure à Gaza. 13 Palestiniens y ont trouvé la mort, dont un enfant. Loïc Delamornay et Talal Abouramé. Les tanks israéliens sont au bout de la rue depuis la nuit dernière. Par jeu, par inconscience, les gamins du quartier sont là aussi. Deux minutes après chaque fusillade, la vie de la rue reprend ses droits. Ainsi va le quotidien à Gaza. Les miliciens des différentes factions palestiniennes fourbissent leurs armes sous le regard de la jeune génération qui rêve un jour de les imiter. La voici leur feuille de route. Invasion, destruction, mort de civils. Sharon a attaqué alors qu'Abou Mazen prêtait serment. Nous sommes avec l'autorité palestinienne, mais nous sommes contre tout plan de paix. Cette mixité entre combattants et population civile est dangereuse. Dans cette rue, aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été fauchées. Au final, l'hôpital de Gaza annonce plus de 60 blessés et 13 morts, dont un enfant de 2 ans. La cible de l'armée israélienne était cette maison d'un activiste du Hamas tué à l'issue d'une bataille rangée de 15 heures. Le gouvernement israélien a indiqué que l'opération entrait dans le cadre de la lutte habituelle contre le terrorisme et qu'aucun cessez-le-feu n'interviendrait tant que les Palestiniens ne feraient pas le premier pas. Cette incursion de l'armée israélienne en plein centre-ville de Gaza prouve une chose. Au lendemain de la prise de fonction du gouvernement palestinien d'Abou Mazen, le gouvernement israélien n'a voulu lancer aucun signe de détente, comme pour bien signifier que pour l'instant, rien n'a changé. Dans quelques heures, George Bush doit déclarer la fin des combats en Irak. À noter que le mot victoire ne devrait pas être prononcé. Il faut dire que sur le terrain, la cohabitation entre les militaires et la population est parfois difficile. La ville de Falloujah, à l'ouest de Bagdad, a connu de nouveaux incidents. La nuit dernière, ce sont 7 militaires américains qui ont été blessés. Cet imam crie sa colère. Il en appelle à Dieu contre les envahisseurs américains qui écrasent l'Irak et tuent des enfants. La tension est à son comble dans la ville de Falloujah, 60 km à l'ouest de Bagdad. Depuis lundi, 16 personnes sont mortes sous les balles américaines. En représailles, la nuit dernière, 7 djihadistes ont été blessés lors d'une attaque à la grenade contre leur campement. Ici, la population est exaspérée. Les Américains affirment qu'ils sont venus pour libérer l'Irak, mais que font-ils? Les Irakiens sont des gens éduqués. Ce que les Américains doivent faire, c'est partager le pétrole avec nous et il ne se passera plus rien. Des officiers américains tentent aujourd'hui d'expliquer que leurs hommes ont riposté pendant les manifestations car ils pensaient qu'on leur tirait dessus. En fait, il s'agissait de pierres et de chaussures. Sur le terrain, les soldats sont peu bavards. Des gens ont lancé des pierres, ils ont tiré aussi et on a riposté. Puis ils sont partis dans cette direction. Des religieux sunnites radicaux ont une forte influence à Falloujah.
Un cheikh annonce une nouvelle manifestation demain après la grande prière avec un mot d'ordre, les Américains doivent quitter la ville. Et à Bagdad, une citerne d'une station-service a explosé en plein cœur de la ville. 4 personnes auraient été tuées, une centaine d'autres gravement brûlées. A priori, cette explosion a eu lieu au moment où des habitants célébraient par des coups de feu le rétablissement de l'électricité. Cet incident a entraîné des échauffourées entre la population et des soldats américains qui tentaient de faciliter le passage des ambulances. Et puis, chaque jour, les langues se délient pour dire ce qu'était la vie sous Saddam Hussein. Nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Jean-François Monnier ont rencontré un ancien boxeur. Durant toutes ces années de dictature, il a tenu un journal intime pour décrire les pressions exercées par le régime. Toute sa vie, Majid l'a passé à se battre. D'abord sur les rings, 2 fois en 1967, puis en 71, il fut champion d'Irak. Mais son plus long combat, celui qui aurait pu lui être fatal, c'est contre le régime de Saddam Hussein, qui l'a mené pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, Majid a gagné. Son adversaire a fini par jeter l'éponge et le vieux maître peut enfin, sans craindre les mauvais coups, enseigner à ses élèves la noblesse de son art. Je voudrais que ces garçons soient les champions qui représenteront l'Irak de demain. J'en ai toujours rêvé et aujourd'hui, enfin, je crois que mon rêve va pouvoir se réaliser. Avec son palmarès, Majid n'a aucun mal à entrer au comité olympique irakien. Mais il refuse de prendre la carte du parti basse et devient vite la bête noire des fidèles de Saddam. Après 5 années de chômage et de misère, en 1997, il fonde sa propre école. J'ai inscrit mes 2 fils dans ce club parce que je ne voulais pas qu'ils aillent dans un club officiel, qu'ils soient embrigadés, et que leurs esprits soient contaminés par les idées nocives de Saddam Hussein. Au lendemain de la guerre du Golfe, Saddam Hussein écrase dans le sang la révolte des chiites au sud du pays. Parmi les jeunes boxeurs de Majid, 7 figurent au nombre des victimes de la garde républicaine. L'un d'entre eux est le frère cadet de sa femme. Dès lors, chaque nuit, dans le plus grand secret, en écoutant les radios étrangères, Majid va tenir la chronique des exactions du dictateur. Durant plus d'une décennie, jusqu'à la chute de Saddam Hussein, il noircira plus de 1200 pages, 7 volumes, qui, s'ils avaient été découverts, lui auraient valu à coup sûr une balle dans la tête. Les Européens qui manifestaient contre la guerre croyaient défendre le peuple irakien, alors que c'est à Saddam Hussein qu'ils apportaient leur soutien. Nous, les bombes américaines, on les attendait avec impatience. On les appelait les bombes de la liberté. La boxe, dit Majid, est affaire de courage et d'endurance. Alors que tant d'autres courbaient les chines devant le boucher de Bagdad, lui a su trouver la force de résister, à sa façon. Étienne Lénart, bonsoir. George Bush se prépare donc à déclarer la fin des combats en Irak, une intervention qui se déroulera en pleine mer. Oui, il faut s'attendre, Carole, à un grand numéro de claquettes ce soir en plein milieu de l'océan Pacifique. Et comme Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains est évidemment beaucoup trop gros pour atterrir sur un porte-avions, eh bien c'est dans un tout petit appareil de 4 places, assis dans le siège du copilote, que George Bush va donc rejoindre les 5000 marins du USS Abraham Lincoln qui rentrent d'une mission de 10 mois dans le Golfe Persique où il a participé à la guerre en Irak. La Maison-Blanche a donc choisi un pilote extrêmement confirmé pour accompagner le président Bush. Il vaut mieux ne pas rater l'atterrissage ce soir. C'est une manœuvre toujours un petit peu compliquée sur un porte-avions. Le président américain devrait donc effectivement annoncer la fin des opérations de combat en Irak sans prononcer le mot de victoire. D'abord parce que la situation, on vient de le voir, reste très tendue en Irak, mais aussi parce qu'en vertu des conventions de Genève, si un pays se déclare vainqueur, il doit en théorie relâcher l'ensemble des prisonniers. Il doit aussi renoncer à poursuivre, voire à éliminer ceux qui sont encore en fuite. En l'occurrence, Saddam Hussein s'il est encore en vie. Et puis ce discours aura évidemment aussi un objectif politique, associer le plus possible l'image du président américain avec les succès militaires remportés par les États-Unis, et cela dans la perspective des prochaines élections présidentielles qui auront lieu ici aux États-Unis dans maintenant 16 mois. Merci Étienne. Dans nos précédentes éditions, nous vous racontions l'histoire de ce jeune Texan porté en héros pour avoir sauvé 4 enfants du feu, puis mis en prison pour un cambriolage qu'il avait commis dans le passé. Eh bien, aujourd'hui, il a été remis en liberté. Les journaux locaux, comme la population, s'étaient mobilisés pour le faire sortir de prison.
Cette histoire nous vient également des États-Unis, l'histoire d'un petit Américain disparu à l'âge de 4 ans et que ses parents pensent avoir retrouvé. Pendant 2 ans, il aurait vécu une vie misérable dans une autre famille à 1000 km de chez lui. Dorothée Cochard. Ce sont les images du bonheur en quelque sorte. Buddy s'amusant avec sa famille. Il avait alors 4 ans. Il a disparu il y a 2 ans, 6 mois et 23 jours. Au moment de sa disparition, Buddy sort promener ses 2 chiens. Les animaux reviendront seuls de la balade. 3000 bénévoles participent aux recherches. En vain. 2 ans et demi plus tard, c'est-à-dire le mois dernier, on confie un certain Eddie Quick aux services sociaux d'Evanston, près de Chicago. L'enfant est jugé agressif et nécessitant une aide psychologique. Et une travailleuse sociale croit reconnaître en Ellie le jeune Buddy disparu à plus de 1000 km de là. Mêmes oreilles, mêmes yeux et surtout même problème d'élocution. Nous avons élaboré un programme de vieillissement informatique et l'enfant en question est vraiment très ressemblant avec le résultat. Des tests ADN sont en cours. Ils devraient être connus dans 4 à 6 semaines. Si l'identité de l'enfant est confirmée, il restera pour la police à déterminer la vie qu'a menée le garçonnet pendant 2 ans. C'est un peu la bête noire des marins qui naviguent dans la Manche. Le rail d'Ouessant est une sorte d'autoroute maritime empruntée chaque jour par 180 navires. Depuis la nuit dernière, un nouveau tracé est entré en vigueur. Objectif, renforcer la sécurité. Sophie Rodier. C'est le chien de berger de la Marine nationale. Depuis ce matin, la frégate Germinal piste les bateaux égarés à proximité du nouveau rail d'Ouessant. Germinal de Ouessant Trafic, vous m'en faites ? La nuit dernière, l'emplacement et le sens de circulation du rail ont été modifiés. Une opération délicate, surveillée de près par le Cross Corsen de Brest. En entrant dans la zone, chaque bateau doit se signaler. Rappel à l'ordre pour ce cargo du Liberia mal engagé. Il n'avait pas fait les corrections sur ses cartes, il n'avait pas reçu les nouvelles instructions. Il savait que le dispositif avait changé, mais il n'avait pas les informations pour y naviguer. Chaque jour, 180 navires traversent le rail d'Ouessant pour rejoindre la Manche. Jusqu'à présent, ils devaient emprunter cette autoroute invisible à 3 voies. Mais pour plus de sécurité, désormais les bateaux circulent plus loin de la côte, sur 2 voies, larges de 9 km chacune. En les éloignant de la sorte, on gagne un délai d'intervention pour le cas où un de ces bateaux ait un ennui et une avarie qui oblige à intervenir. Aujourd'hui, les pétroliers les plus proches voguent à 43 km des falaises au lieu de 11 auparavant. Plus simple, ce nouveau système de circulation devrait limiter les accidents. En 2 ans, 6 collisions ont été recensées dans la zone. L'Organisation mondiale de la santé a détaillé aujourd'hui les derniers chiffres concernant la pneumopathie à travers le monde. 11 nouveaux décès en Chine, 5 personnes sont mortes aujourd'hui à Hong Kong et 1 à Taïwan. Au total, l'OMS dénombre 5670 cas avérés et 378 décès dans 27 pays. C'est une avancée importante dans la recherche sur le cancer. Une équipe de scientifiques vient de mettre en évidence un des nombreux mécanismes qui permet aux cellules cancéreuses de se répandre dans l'organisme. Explication Jean-Daniel Flézaquier, Agnès Monteux. Dans ce laboratoire, on fait la chasse aux cellules baladeuses. Une sinistre balade car il s'agit de cellules cancéreuses. Elles ont une propension à essaimer, c'est ce que l'on appelle des métastases. Les cellules saines sont très polies entre elles. Grâce à une substance qu'on appelle AKT, elles s'imbriquent comme dans un mur sans se chevaucher. La protéine AKT est disposée dans la paroi des cellules, elle joue un rôle de colle. La cellule cancéreuse fabrique trop d'AKT et elle la stocke loin des parois. Il n'y a donc plus de colle, la cellule malade va empiéter sur les autres sans se lier à elle et se reproduire à toute vitesse et pouvoir ainsi partir dans les vaisseaux et dans les ganglions. Voici, à gauche, des cellules saines, bien ordonnées, à droite, des cellules cancéreuses, libres, prêtes à aller coloniser d'autres organes. Ce qu'il faut, c'est chercher des molécules qui vont être capables d'inhiber l'activité de cette protéine qui génère un cancer. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on va chercher parmi beaucoup et on va trouver éventuellement cette protéine. Freiner la production excessive de cette substance serait utile pour des tumeurs comme les cancers du sein, de l'ovaire, du pancréas ou de la thyroïde.
Les chimiothérapies sont de plus en plus efficaces, mais pouvoir prévenir les métastases serait un atout supplémentaire. Une semaine après l'arrestation de 27 bagagistes de Roissy soupçonnés de vol, 4 autres personnes ont été interpellées. Ce sont des employés de l'aéroport parisien et les enquêteurs ont notamment retrouvé à leur domicile des devises étrangères. Vous êtes nombreux à faire le pont pour ce 1er mai et vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup d'Européens prennent aussi quelques jours de vacances et pourquoi pas à Paris. Sébastien Leguet, Jacques Gérard, Mathieu Birdin. Tout l'intérêt du mois de mai, c'est ça. Bâtir des ponts entre le jeudi et le samedi par la grâce d'un RTT judicieusement posé. Chaque pont a son nom et son charme évocateur. D'abord le pont du 1er. Puis vient le pont du 8. Enfin le pont de l'Ascension. Peu de Parisiens font le pont sur les ponts de Paris. On y trouve des Slovènes qui remercient le ciel de ne pas travailler. Le Parlement a dit que nous avions besoin de 2 jours de congé. Nous sommes heureux. Quant aux Italiens, ils font il ponte avec le mal du pays. À Rome, on n'a pas de muguet. Nous, on mange des fèves avec du fromage de chèvre et on va dans l'herbe. À Rome, justement, les Italiens ont vu arriver ce week-end des cohortes de Français. Et pas toujours pour des raisons culturelles. Bonjour, moi je cherche un Italien, qui soit riche, qui soit beau. Les Italiens sont très belles. Je vous appelle concernant votre départ. En mai, les Français font le tour des capitales européennes. En vendant des courts séjours, ce tour opérateur oublie le mois d'avril morose. Il y a une différence de regain d'intérêt pour le voyage, et ça on le mesure sur nos sites, avec des gens qui sont de plus en plus nombreux à venir nous voir, et tout simplement dans nos commandes. En matière de congés, à chacun d'exercer ses talents. Avec 3 petits RTT, en mai, on se dessine 3 ponts et 16 jours fériés. C'est presque une tradition. Chaque 1er mai, depuis 20 ans, Alain Bougrain-Dubourg se déplace dans le Médoc pour dénoncer la pratique illégale de la chasse à la tourterelle. Cette année, la visite s'est déroulée sans incident. Dans quelques instants, le président de la Ligue de protection des oiseaux nous dira que ce déplacement avait un petit parfum de victoire. Reportage de nos correspondants David Bazier, Bernard Bonarmé. Simplement, il ne faut pas chasser au printemps, quoi. C'est tout. Il ne faut pas chasser, il a toujours existé, c'est pas ça. Bah ouais, ça a toujours existé, mais il faut que ça s'arrête. L'espèce, elle est gravement menacée maintenant. Plus de 20 ans qu'Alain Bougrain-Dubourg va à la rencontre des chasseurs du Médoc. Cette année, pour la première fois, l'interdiction de tirer la tourterelle semble respectée. Au bord des routes, seuls quelques irréductibles sont là, mais sans fusil, comme si le combat était en passe d'être gagné pour le président de la Ligue de protection des oiseaux. J'ai l'impression que ça change et je crois que c'est la fin. Je crois qu'il commence à comprendre, il aura fallu plus de 20 ans pour ça. Ça me fait très plaisir. Enfin, car Alain Bougrain-Dubourg a subi beaucoup de violence chaque fois qu'il venait dénoncer le braconnage en Médoc. Pour médiatiser sa cause au début des années 90, il fait venir des personnalités. Brigitte Bardot, Sophie Marceau. Résultat, l'hostilité de toute une partie de la population. Souvent, il a dû repartir sous escorte des gendarmes. Aujourd'hui, la présence des forces de l'ordre se veut plus discrète. Mais depuis 4 ans, l'impunité des chasseurs est terminée. La gendarmerie dresse de nombreux procès-verbaux. Ah ouais, ça se passe un peu mieux quand même, on nous a merdé pas y passer là, c'est tout. Maintenant, vous pouvez pas descendre, ils vous fouillent le fusil, ils vous arrêtent, et si vous trouvent rien, il vous faut aller dans le contexte, pour être sûr de vous baiser. Les chasseurs se découragent, il y avait 900 pylônes de chasse en 88, il n'en reste plus que 224. Mais les ornithologues observent de moins en moins de tourterelles, 5000 seulement depuis le début du mois de mars. C'est le goût amer de la victoire d'Alain Bougrain-Dubourg. Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Alors on l'a vu, pas d'incident aujourd'hui, des chasseurs a priori plus réceptifs à votre discours, ça veut dire que votre combat est terminé ? Non, il n'est pas terminé. D'abord, tant qu'une tourterelle est tuée alors qu'elle vient pour donner la vie après 6000 km de migration, je trouve inconcevable qu'on puisse continuer à rester les bras croisés. J'ai du mal à admettre qu'il ait fallu 20 ans pour que cesse ce braconnage qui n'est pas terminé. Alors j'ai eu des assurances du préfet qu'en principe des mesures assez rigoureuses seraient prises. Mais 20 ans de droits bafoués en France, ça me paraît complètement inacceptable. Il faudra poursuivre. J'ai
jusqu'à ce que ça cesse. Et certains braconniers m'ont affirmé ce matin qu'ils avaient bien l'intention de continuer. Alors depuis la loi Voynet en 2000, le mercredi est un jour sans chasse, mais ce dispositif devrait totalement disparaître du projet de loi de Roselyne Bachelot. Pour vous, c'est un retour en arrière ? Je crois que c'est un échec pour la société civile. Vous savez, qu'on soit pour ou contre la chasse, j'ai vraiment le sentiment que l'ensemble des Français trouvaient tout à fait légitime qu'il y ait une journée consacrée aux autres utilisateurs de la nature, les cavaliers, les vététistes, les promeneurs, etc., les randonneurs. Bon, en devenant passéiste, en revenant à la méthode ancienne où maintenant on pourra chasser n'importe quand, n'importe comment, eh bien, il est évident que tous ces gens ne pourront pas bénéficier de cette nature dans la sérénité. Alors je crois que ça risque d'opposer les chasseurs aux non-chasseurs et ça c'est tout à fait regrettable et puis que ça va générer une lourde responsabilité politique. C'est démagogique, c'est dommage, c'est passéiste, ça ne ressemble pas à une chasse durable comme on doit l'envisager pour l'avenir. Merci beaucoup. La foire de Paris, qui a ouvert ses portes depuis hier, suscite toujours la même curiosité des visiteurs. Ils étaient 700 000 en 2002 à s'intéresser aux objets les plus insolites, parfois farfelus, en tout cas toujours très intrigants. Nicolas Lemarinier, Romain Potoki. Nous ne sommes pas au salon du bâtiment, ce ne sont pas des pavés, ce sont des glaçons en granit. Inusables, garantis à vie, ils sont beaucoup mieux que de vulgaires morceaux de glace. Il suffit de les mettre au freezer et puis... Le froid du glaçon va se diffuser dans votre boisson et va la rafraîchir. À la foire de Paris, on vient acheter l'indispensable et l'accessoire. Dans l'espace cuisine, par exemple, l'évier lumineux, idéal pour faire la vaisselle dans le noir. Toujours à la cuisine, le moule à tarte en silicone. Oui, il passe au four. Tout cela n'est pas indispensable, mais difficile de résister. Tenez, le moulin à poivre a plusieurs positions. On va avoir sur le M la mouture moyenne et bien sûr la grosse mouture pour aromatiser une sauce, une grillade. Non, vous n'allez pas vous endormir. Passons au salon de massage. Les tiges en cuivre, c'est très agréable selon les masseurs. Un peu moins, peut-être pour certains clients. Du côté des salles de bain, on peut tester la poubelle électronique, admirer les lunettes translucides, et puis après avoir marché pendant des heures, au détour d'une allée, on passe aux choses sérieuses. Il y avait le fer sans planche, il y a maintenant la planche sans fer. Je mets de la vapeur sur mon plateau. Dès que la vapeur est sur le linge, simplement avec mes mains, j'enlève tous les plis, vous voyez. Donc j'escalne pas mes petites perles et tout ça. Moins d'efforts, donc plus de temps pour faire autre chose. Ici, les idées ne manquent pas. Plus de 3200 exposants sont présents à la foire de Paris. Un mot de football là, avec la large victoire de l'équipe de France contre l'Égypte, 5-0. Malgré l'absence de nombreux titulaires, les Bleus ont brillé hier soir. 2 buts de Thierry Henry, les 3 autres ont été inscrits par Pires, Cissé et Capot. De bon augure avant la Coupe des Confédérations en juin prochain. Et puis, décidément, les Suisses s'imposent comme les nouveaux maîtres de la voile. Après la victoire d'Alinghi dans la Coupe de l'Amérique, cette fois, c'est encore un Suisse qui remporte la 6e édition du Tour du Monde à la voile en solitaire avec escale. Bernard Stamm est arrivé ce matin à Newport. Julien Beaumont. Après 55 000 km parcourus en mer, Bernard Stamm laisse éclater sa joie. Ce Suisse de 39 ans vient de remporter la 6e édition de l'Orange de l'Aune. Une course autour du monde en solitaire avec escale, un exploit pour cet ancien bûcheron venu sur le tard à la compétition. Il y a très longtemps, je n'osais même pas imaginer que j'allais participer à une course comme ça, quoi. Mais depuis que le bateau est né, qu'au début il a prouvé qu'il avait du potentiel. À l'arrivée aux États-Unis, des Bretons de l'Esconil, un village du Finistère qu'il a adopté et aidé à construire son bateau. 2 ans de chantier et d'amélioration en amélioration, Bernard Stamm arrive sur la course autour du monde avec un monocoque qu'il connaît dans ses moindres recoins. Il remporte 4 des 5 étapes. Toujours en tête. 116 jours en mer dans des conditions extrêmes qui n'ont pourtant jamais entamé sa bonne humeur. Après Alinghi et la Coupe de l'Amérique, Bernard Stamm prouve à nouveau que la mer réussit aux Suisses.
À 94 ans, l'homme se fait rare. Il préfère se cacher derrière son objectif. En 50 ans, Henri Cartier-Bresson a marqué le monde de la photographie. Ses œuvres sont à découvrir ou redécouvrir à la Bibliothèque nationale de France. Portrait d'un homme discret, Christophe Hérault, Diane Richard. Un regard, des yeux bleus lumineux et un besoin de tranquillité. Voici Henri Cartier-Bresson. Image fugitive et volée du photographe du siècle dernier, de cet homme qui a vu et capturé ces instants magiques. On ne perce pas le mystère d'un photographe qui durant 40 ans a dessiné le monde en noir et blanc, mais on peut peut-être savoir pourquoi il déclenche toujours à l'instant décisif. Le moment juste, oui, mais l'émotion qui a déclenché sa main, la photographie c'est la main, il l'a expliqué, et la main déclenche au moment où l'émotion est juste. Deuxième témoin, Marc Ribou, compagnon de route à l'agence Magnum dans les années 50, quand ils inventèrent le photojournalisme et qu'ils parcouraient le monde. Marc Ribou, celui qui a vu Henri Cartier-Bresson marcher, guetter et photographier. Il est aux aguets, il regarde et il dit très souvent ce qui compte c'est l'œil. Moi j'ajouterais les pieds, les souliers, ressemblent à des pas de danse pour avancer, reculer, pour trouver le bon point de vue. De cette chorégraphie en solitaire naissent ces images, jamais recadrées, toujours exactes, profondément humaines. Dernier avis, celui du maître, ce sont les lignes de fuite et la géométrie qui font l'image. C'est le goût de la forme. Sur les proportions, c'est la seule chose. S'il y avait un dieu, il s'appellerait Pi, 3,1416, 1,618, c'est le nombre. C'était quelques indices pour mieux savoir qui est Henri Cartier-Bresson. Mais sachez aussi que depuis 30 ans, il se consacre uniquement au dessin, toujours à la recherche d'une image parfaite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Nathalie Rouet. 20h50, envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu et François Joly. Au sommaire, les colonies de vacances pour les enfants, punition ou récompense. Et puis les nouveaux pères, en question les congés parentaux accordés aux parents, aux pères. 1h20, le dernier journal présenté par Ève Mété. Demain, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement. Et puis on se quitte sur ces images de la baignade d'Anglet dans une eau à 14 degrés sous un soleil voilé. La baignade était autorisée sur la grande plage, mais peu furent assez courageux pour s'y aventurer. On les comprend. Bonsoir, à bientôt.